Voilà, la dernière partie sera un peu plus courte que la première partie. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la matrice. Si vous regardez à gauche, c'est les éléments qui déterminent certaines caractéristiques de l'installation. Donc, l'idée, c'est de le lire de gauche à droite et en fait de choisir chaque fois dans quelle situation vous vous trouvez pour finalement ne rester qu'avec une seule ligne et suivre cette ligne pour voir quelles caractéristiques sont nécessaires pour votre type d'installation. Donc si vous regardez à gauche, il y a d'abord la question, est-ce qu'il s'agit d'un raccordement basse tension ou haute tension? Et donc là, il faut bien faire la distinction, c'est le raccordement, donc c'est pas l'unité. Donc est-ce que le raccordement du client est en basse tension, en haute tension? Et donc soit vous êtes la partie supérieure en basse tension ou la partie inférieure. Là, vous allez voir, est-ce que le raccordement du client, donc à nouveau, le raccordement n'est pas l'unité, est en monophasé ou en triphasé. Et là aussi, vous choisissez en monophasé, c'est la partie supérieure, en triphasé, c'est en dessous. Et ensuite, vous allez voir, est-ce qu'il y a présence d'un système de stockage? Non. Oui, ou est-ce qu'il y a uniquement des batteries et pas de panneaux solaires, par exemple? Et finalement, vous allez déterminer les puissances maximales en production et en stockage d'énergie. Et donc, si vous suivez ça sur la matrice, vous allez rester avec une seule ligne. Et donc, pour cette ligne, vous allez voir dans chaque colonne les caractéristiques suivantes. Est-ce qu'il y a une étude du réseau? Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Est-ce qu'un système de sectionnement automatique est autorisé ou est-ce qu'il faut une protection de découplage avec un relais? Est-ce qu'il faut un dispositif de coupure verrouillable? Est-ce qu'il faut un fonctionnement de backup? Est-ce qu'il faut un relais synchro-check? Est-ce qu'il faut un système de contrôle de puissance? Et si oui, quelle est la limite de la puissance injectée? Est-ce qu'il faut un relais limitant la puissance d'injection? Un relais de tension minimum? Relais de déséquilibre? Transformateur? Et finalement, un mot sur la télécommande et télésérialisation. Donc ici, vous avez une partie en détail, mais donc vous avez la matrice en totalité ici. Et je vous ai imprimé aussi ça, c'est le milieu du 4e onglet de la matrice. Donc cette information se trouve aussi dans la matrice. Donc la matrice a 4 onglets, en irlandais, en français et en anglais, et alors une 4e feuille avec des exemples dans les 3 langues. Et par exemple, si vous prenez le cas 1, donc vous voyez que c'est un réseau en basse tension et en monophasé. Donc si vous regardez dans la matrice, oui, je suis désolée, c'est très petit, mais donc vous savez que c'est le cas 1, 2 ou 3. Et là, c'est déjà un cas particulier parce qu'il n'y a qu'un onduleur, mais derrière, du côté DC, il y a aussi bien des panneaux solaires et une batterie. Et là, vous devez voir avec la petite note qui se trouve en dessous de la matrice et qui dit s'il y a un onduleur qui a aussi bien de la production décentralisée et des batteries, mais côté courant direct, alors dans le tableau, c'est considéré comme si c'est une production décentralisée sans batterie. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes dans le cas 1, donc dans le premier cas. Et là, vous pouvez suivre toute la ligne et vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à prévoir en plus. Donc, vous avez le système de sectionnement automatique et ça se limite à ça. Si vous prenez par exemple le deuxième cas, à nouveau, c'est une connexion en basse tension 230 monophasée. Donc là, à nouveau, vous pouvez déjà regarder ici. C'est côté basse tension, donc c'est au-dessus. Cette partie se trouve encore ici. Mais donc, vous avez un raccordement monophasé. Et là, par contre, vous voyez 2 onduleurs. Il y a un onduleur avec des panneaux solaires. Il y a un onduleur avec des batteries. Donc là, vous êtes dans le cas 2. Vous avez un raccordement monophasé avec une combinaison de production décentralisée et de batteries. Et là, pour voir si vous tombez dans le cas le plus facile des petites installations,
vous devez vérifier pour chaque onduleur, le premier, donc celui qui fait la production, est-ce qu'il est plus petit ou égal à 5? Ici, il est 4, donc oui, c'est le cas. Vous contrôlez la même chose pour l'onduleur des batteries. Il est 5 kVA, donc c'est en ordre aussi. Et donc, vous êtes dans le cas 2. Et là aussi, vous pouvez suivre toute la ligne. Et dans la matrice même, vous allez voir dans le cas 2, plus loin, que la limite d'injection, donc la limite pour le système N-Fleury, il va être limité à 4 kVA parce que votre production pure n'est que 4 kVA, même si l'onduleur de la batterie peut faire 5. Et un autre exemple, c'est c'est déjà marqué, c'est le case 7. En fait, là, c'est un réseau triphasé en basse tension, donc vous êtes dans cette partie-là. Et vous voyez aussi qu'il y a à nouveau un onduleur avec juste des panneaux solaires derrière et il y a un autre onduleur avec des batteries. Donc là aussi, vous êtes dans la case de la combinaison production décentralisée et batterie. Et là, vous devez contrôler les puissances pour voir dans quel cas vous tombez. Et donc le premier, il fait 9, donc il est plus petit que 10. Donc le premier pour la production pure. Le deuxième pour la batterie, il est 5 kVA, donc il est aussi plus petit que 10, donc vous êtes dans le cas 7. Et vous avez les règles d'une petite installation, donc vous n'avez pas d'étude réseau. Vous pouvez utiliser, vous êtes obligé d'utiliser une unité avec un système de sectionnement automatique. Et donc, vous n'avez pas besoin d'un relais de découplage. Et donc, si vous regardez plus loin aussi dans la matrice, sur la ligne 7, il n'y a pas beaucoup d'exigences en plus non plus. Et pour la puissance maximale, c'est la puissance de l'onduleur avec les panneaux photovoltaïques qui fait la référence, et donc c'est 9 kVA. Donc le système N-Fleury doit être configuré à 9 kVA. Et donc la matrice a plus ou moins repris tous les cas qui sont possibles que vous pouvez rencontrer en réalité pour vous aider à voir qu'est-ce qu'il faut prévoir dans quel cas. Vous allez voir aussi que dans plusieurs cas, il y a marqué étude réseau détermine le réglage de la limite. Donc il y a quand même certaines caractéristiques. La matrice va vous déjà montrer que vous avez besoin d'un certain équipement en plus, un certain relais. Mais ce n'est que l'étude réseau qui va déterminer à quelle limite ou quelle configuration elle doit être prévue. Parfois, il y a des équipements où on n'a pas pu dire ici si vous devez la prévoir ou pas. Par exemple, le relais limitant la puissance d'injection. Mon slide est trop petit, mais donc ce relais, c'est aussi un résultat de l'étude réseau et c'est uniquement là que vous allez savoir si vous devez faire cet investissement ou pas. Un mot sur la procédure de mise en service et hors service, donc la procédure de raccordement. J'ai inversé les deux paragraphes. Dans la prescription C1011, il y a d'abord la standard et après celle pour les petites. Parce que si c'est pas petit, c'est l'autre. Mais donc pour les petites, c'est la procédure simplifiée et grosso modo, les deux éléments les plus importants, c'est vous n'avez pas besoin d'une étude réseau, donc c'est plus facile, et c'est basé sur une notification postérieure à la mise en service. Donc vous pouvez tout acheter, tout prévoir, installer, et ce n'est que par après que vous devez notifier ça au gestionnaire de réseau. Par contre, tous les autres qui ne répondent pas à la définition d'une petite installation, doivent suivre la procédure standard. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus d'étapes où le GRD va contrôler certains aspects ou que vous devez attendre le feu vert du gestionnaire des réseaux. Et donc là, il faut un accord préalable avant la mise en service. Ce sont les grandes différences entre les deux procédures. Et donc une petite, c'est une procédure simplifiée. La première chose à voir quand vous avez une petite installation, c'est est-ce que cette unité a été homologuée déjà au niveau Synergrid? Est-ce qu'elle se trouve sur la liste C1026? Si ce n'est pas le cas, il y a intérêt à motiver le fabricant à faire homologuer son matériel. Parce que sinon, vous allez vous bloquer plus tard dans la procédure. Si c'est le cas, alors il faut vérifier quand même, est-ce que ça rentre bien
dans la définition d'une petite installation. Si vous vous êtes trompé et ce n'est pas le cas, vous devez appliquer la procédure standard, donc la plus étendue. Si c'est effectivement une petite installation, alors vous pouvez réaliser l'installation, faire contrôler par un organisme de contrôle et notifier au gestionnaire de réseau. Et là, c'est la date de référence pour dire si c'est une nouvelle ou une ancienne installation qui est utilisée dans le chapitre de l'application. C'est la date qui figure sur le rapport de contrôle de l'organisme agréé. Ça, c'est la référence pour les petites installations. Et donc, toutes les étapes bleues, c'est une phase pour l'utilisateur. Et les phases en jaune, c'est des phases pour le GRD. Et donc, après, vous mettez en service l'installation, vous l'exploitez et enfin, à la fin de la vie de l'installation, vous mettez hors service. Mais donc, le 7B, c'est optionnel. Le GRD a le droit de contrôler, mais il ne va pas toujours faire ça. La procédure de mise en service et hors service standard, donc elle est plus étendue. Il y a une étape qui vient encore avant, qui ne figure pas dans ce flowchart, c'est aussi l'homologation de l'unité. C'est aussi la première étape à contrôler, est-ce que l'unité que vous voulez installer a bien été préalablement homologuée au niveau de Synergrid. Donc est-ce qu'elle se trouve sur la liste C1026? Et donc là, oui, il y a toutes les étapes à suivre et il y a plusieurs contrôles. Chaque élément jaune ici est une phase pour le GRD et il y a parfois des feux verts aussi. Enfin, je ne vais pas les parcourir en détail. Ici aussi, c'est une partie qui n'est pas toujours nécessaire, c'est plutôt pour des grosses installations. Mais donc, vous voyez, c'est plus d'étapes, plus de contrôles. Et là, la date de référence pour déterminer si c'est une nouvelle installation ou une ancienne, une existence, devient beaucoup plus tôt dans le processus. Et c'est la date qui figure sur l'accord de principe du GRD. Donc c'est vraiment tout au début. Quand vous demandez une demande de principe de raccordement au GRD, il vous l'attribue. Cette date-là, c'est déjà la référence. Donc comme ça, vous êtes sûr que si vous avez l'accord de principe du GRD et à ce moment-là, c'était l'ancienne règle, vous êtes sûr que vous pouvez construire l'installation et prévoir tout comme, selon les anciennes règles. La procédure d'homologation, la nouvelle procédure qui est en cours de publication dans les jours à venir, elle sera plus étendue qu'elle est maintenant. Parce que la procédure d'homologation C1026, elle a commencé en 2013, je crois. Et c'est parce que entre l'édition C1011 de 2009 et 2012, il y avait principalement la fréquence de découplage qui avait changé. Donc avant, elle était sur 50,2. Elle avait augmenté jusqu'à 51,5. Et dans cette plage, entre 50,2 et 51,5, l'unité devait être capable de graduellement diminuer la puissance qu'elle générait pour soutenir l'instabilité du réseau parce qu'il y avait une instabilité de fréquence. Mais donc on constatait en pratique qu'il n'y avait pas tous les gens qui étaient au courant de cette nouvelle règle, de ces nouvelles exigences. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec cette procédure d'homologation, mais vraiment focalisée principalement sur ces deux aspects-là. Donc la procédure actuellement, elle n'est pas très étendue, mais puisqu'on a fait une nouvelle version de la C1011 maintenant, on en a profité pour centraliser un peu plus chez Synergrid, faciliter le travail aussi chez les GRD et d'étendre l'homologation C1026 à plus de caractéristiques pour l'unité. C'était le chapitre 6, donc pour la conception de l'unité. Et donc, elle sera basée sur tout ce qui se trouve dans l'annexe D. Donc, l'annexe D, c'était l'annexe qui était destinée au fabricant. Donc, ça sera une sorte de petit livre d'exigences pour le fabricant à respecter. Et notre procédure d'homologation sera basée sur l'annexe D. Et donc, ça sera un contrôle plus centralisé au niveau Synergrid et normalement, il y aura moins de vérification au niveau de l'installation individuelle à faire parce que ça sera déjà fait au niveau Synergrid. Mais donc, il y aura une transition parce qu'on a ce que j'appelle l'ancienne liste.
basée sur la prescription 2012. Pour l'instant, elle est toujours valable parce que c'est la seule qu'il y a. Oui, malheureusement, la date sera un peu plus tard que le 12. Et donc, tant qu'il n'y a pas de nouvelle liste, forcément, la liste actuelle reste valable. Et donc, le seul moyen de notifier une installation au GRD, c'est sur base de la oui, JLV, on a pris l'abréviation flamand, donc c'est déclaration de conformité. Donc JLV, c'est ce qu'on utilise pour dire, c'est la déclaration de conformité introduite par le fabricant, vérifiée par Synergrid et signée et datée par Synergrid. Et c'est ça que le GRD demande pour une nouvelle installation. Et donc, tant qu'on ne publie pas la nouvelle procédure, c'est la liste actuelle avec les déclarations actuelles. Dès qu'on publie la nouvelle procédure, les fabricants ont les documents et les informations pour faire homologuer leurs unités selon la nouvelle procédure. Et là, il y aura en fait 3 cas. Comme je vous ai expliqué dans l'explication du chapitre 3, il y a des caractéristiques qui doivent être bien présentes dans l'unité, mais pour lesquelles le fabricant a encore du temps pour faire les tests et attendre les rapports d'essai d'un labo certifié externe. Et donc, probablement, la plupart des homologations qui vont se faire dans les semaines à venir, ce seront des homologations temporaires. Il y aura une date limite, et cette date limite sera en principe le 30 avril 2020. Parce que si vous regardez dans le chapitre 3, qui est le domaine d'application et les dates et les transitions, à partir du 1er mai, chez Synergrid, on doit avoir toutes les preuves de tous les fabricants. Donc là, une homologation temporaire deviendra définitive. Mais donc, dans cette période transitoire, il y a deux parties. Donc, la C1011 actuelle, si vous regardez sur le site, c'est marqué aussi, elle restera valable jusqu'à fin octobre. Donc, les homologations, selon l'ancienne, restent aussi encore valables. Et donc, il y aura en fait 3 types de déclarations. C'est les déclarations selon l'ancienne procédure, donc une homologation assez limitée, d'un set de caractéristiques assez limité. Il y a probablement des homologations temporaires selon la nouvelle procédure. Et peut-être qu'il y a des fabricants qui sont déjà prêts, qui ont déjà les rapports d'essai. Mais c'est pour ça que c'est en gris. On pense que la plupart des fabricants sera plutôt dans ce cas-là. Et là, à partir du 1er novembre 2019, donc c'est bientôt, l'ancienne édition de la C1011 ne sera plus valable. Et donc aussi, les homologations selon cette ancienne version ne seront plus valables. Et donc, cette liste va expirer. Et donc, tous les fabricants doivent se réhomologuer avant le 1er novembre. Et c'est un délai très court. D'autre côté, puisqu'on pense que la plupart des fabricants vont fonctionner en 2 étapes, c'est-à-dire d'abord une homologation temporaire basée sur une déclaration d'honneur, et après nous donner les preuves, ça devrait être faisable pour eux parce que la première étape est encore assez limitée. Et donc, à partir du 1er mai de l'année prochaine, ça sera en principe plus facile. Il n'y aura que des homologations définitives selon la nouvelle procédure pour toute l'annexe D, et donc une unité qui a bien été homologuée pour tout un set d'exigences de la nouvelle prescription C1011. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc pour les exigences au niveau puissance réactive, il y a aussi des exigences plus étendues, mais une partie est prévue dans l'homologation C1026 parce que ces caractéristiques se trouvent aussi dans l'annexe D. Donc c'est au fabricant de donner la preuve que son unité est capable de le faire. Et le télécontrôle, c'est un peu plus difficile de donner des informations au niveau Synergrid parce que là, il y a des différences entre les régions. Par exemple, en région wallonne, il faut un télécontrôle à partir de 250 kVA. C'est une arrêté du gouvernement wallon qui détermine ça. Mais la règle générale, en tout cas, à partir d'un mégawatt, c'est toujours requis.